petit test son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne parle pas très fort, mais je crois que ça devrait suffire. Oui, avec ça le suffit. chef, ça devrait aller. Comment Vous voulez que je parle encore? Oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis désolé, mais il me semble qu'il y a un problème avec vos papiers. Quel était le souci avec mon passeport? Nous avons trouvé un autre Paul Dédalus. Alors, qui es-tu? Je ne sais plus. Ce qui est venu au début, c'est la fiction. C'est vraiment de la fiction. C'est le fait de fabriquer non pas un roman d'apprentissage, mais des fragments de romans. Donc au début, juste des tout petits bouts, vraiment des petits cailloux, comme ça, qui seraient l'enfance. Vous voyez, des quelques scènes comme ça, éparses, très, très modestes. Un peu violentes, comme ça, avec un rapport violent avec la mère, un rapport violent au père. Et puis après ça, une histoire un peu plus ample, comme ça, avec quelques séquences qui développent un mouvement romanesque, un mouvement d'espionnage, un mouvement d'aventure. Et puis après ça, tout d'un coup, une grosse, comme ça, avec grosse partie avec Esther qui prend toute la place, qui peu à peu vient faire le coup de force et absorber tout le film. Alors, il y avait ce truc-là, avec une fois de plus, ce qui me ramène à la Sentinelle, avec des genres différents. Un genre un peu poétique pour le premier, les scènes d'enfance, un genre d'espionnage pour le deuxième, et un genre, disons, comédie romantique, ou mélodrame plutôt, ou film épistolier, pour le troisième film. Donc avec trois couleurs de récits très différentes. Et c'est dans le cours du travail, c'est Julie Père qui me disait, c'est drôle, parce que vous voyez, quand je commence un film, je commence toujours en écrivant les films qui vont je fais un corpus, quoi. Les films qui vont m'inspirer, me nourrir, voilà. Donc je fais des listes qui continuent, qui s'augmentent pendant tout le temps de l'écriture du film. Et c'est un jour, Julie Père qui m'a dit, dans le corpus, on peut rajouter La vie des morts pour les scènes d'enfance, on peut rajouter La Sentinelle pour tout l'épisode russe, et on peut rajouter, comment je me suis disputé pour le truc. Donc il y avait un effet d'immodestie. Je me suis dit, ça marche si je m'en amuse, si j'arrive à m'en amuser comme je m'en amusais sur comment je me suis disputé. Vous voyez, le fait de mettre le réalisateur en position un peu grotesque, ça, vous voyez, le côté, mais les confessions, et de me mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Et c'est vrai que ça revenait visiter des choses que j'avais déjà fait. Mais je reprenais un personnage qu'on avait inventé avec Mathieu, ce Paul Dédalus. Donc il y avait une certaine logique, quoi. Et puis j'aimais bien le fait que ce soit un prequel, le fait, ça me plaisait. Donc il y avait un côté rétrospectif, mais qui s'est découvert en cours d'écriture, qui n'était pas prémédité. Je me souviens. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Je cultive mon mystère. Mystérieux, tu parles. Tu veux t'inscrire sur la liste d'attente? Tu t'appelles Esther et t'es dans la classe de ma sœur. Paul, j'arrête pas de te manger des yeux. Je fais toujours cet effet-là. Pourquoi? Parce que je suis exceptionnelle. Je pense qu'il y a un grand sérieux dans l'adolescence. C'est pas parce que c'est parce qu'on a 15 ans qu'on est une andouille, ou que non, ils sont très adultes, puis ils refusent le monde adulte. Ils refusent les adultes sont expulsés du film. J'ai prévenu les acteurs adultes, sauf Mathieu, mais les autres, je les ai prévenus. Je leur avais dit, vous verrez, vous avez été expulsés du film. Le film, il y a cette énergie des jeunes gens qui vous voyez, ça commence sur un garçon qui était joué par Antoine Buis, qui avait 11 ans, et il se barre de chez sa mère, voilà. Donc sa mère, elle a une scène, et après il se barre, il ne veut plus rentrer chez lui, c'est fini, il ne la reverra plus, l'actrice, on ne la revoit plus. Et le père, on ne veut pas le voir, il n'est pas là, il dégage les rôles adultes comme ça, et ils ont le grand sérieux de l'enfance, ou du sortir de l'enfance. Pour moi, c'est un grand sérieux, c'est une grande... ils ont une certaine maturité, et c'est beau parce que le personnage de Mathieu, lui, se bat encore pour son enfance, c'est presque lui l'adolescent. Et par contre, eux ont le sérieux du sortir de l'enfance. J'aime bien, c'est peut-être aussi un trait que j'ai. Moi, je suis autodidacte, comme je vous racontais, j'ai pas fait d'études, j'ai appris, comme je vous racontais, à l'IDEC, j'ai appris à charger des camions. Donc du coup, j'aime bien avoir des personnages qui sont plus cultivés que moi, parce que ça me force à me cultiver. Vous voyez,
Même sur des trucs très bêtes, vous voyez, le personnage anthropologue, il part au Tadjikistan. Alors j'écris, il va au Tadjikistan. Je ne sais même pas, je suis comme la fille au café, je ne sais pas où se trouve le Tadjikistan. Alors un jour, on parle avec le producteur exécutif, il dit putain, merde, c'est où le Tadjikistan? On regarde sur une carte, il regarde, il tape par ordinateur, et dit il n'y a pas d'avion direct pour y aller, ça va être une tannée, quoi. Et puis on se retrouve au Tadjikistan avec des traducteurs tadjiks et tout ça. C'est-à-dire j'apprends. Vous voyez, du coup, j'aime bien filmer des personnages qui ont un savoir que je n'ai pas, parce que ça m'oblige peu à peu à m'initier à leur savoir. Et c'est en tout cas, ce goût du savoir chez un personnage, je trouve ça très moteur, très moteur. C'est qui son type? Tu le connais? Non. Tu veux que je te raccompagne? Ils sont venus pour te casser la gueule. Ils sortent avec Esther. Désolé, mais je crois que t'es bientôt lourdé, toi. Je crois que tu l'agaces. Même moi, on se connaît pas et déjà, tu m'agaces un peu. Moi, je suis arrivé avec quelques musiques que je lui ai proposées et on a essayé de trouver la logique. Jinka, lui, un type qui est incroyablement calé, donc il m'a appris beaucoup de choses, il m'a nourri avec beaucoup de choses. Et puis aussi, les choix musicaux maintenant sont plus difficiles à faire parce que c'est vraiment... c'est devenu un cauchemar, quoi, pour trouver les droits pour un morceau. Donc du coup, faut ouvrir le champ des recherches, parce que sinon on n'y arrive plus. Quand on n'y arrive plus, c'est-à-dire en 10 ans, en 15 ans, l'acquisition de droits est devenue vraiment d'une difficulté extrême. Alors j'avais rapporté 3 morceaux, comme ça, le morceau sur lequel Paul tombe amoureux d'Esther, le morceau où elle danse, qui est un morceau des Specials. Je tenais à ce qu'il y ait un morceau de Paul Weller, avec les jams qu'on entend aussi dans le film. Donc il y a quelques morceaux que j'apportais qui m'étaient précieux. Et lui, après ça, m'a ouvert vers d'autres choses. Et en fait, on a eu 2 idées. On a essayé de peindre. Jinka, lui, a vécu en Angleterre. Il est franco-anglais. Et donc, toute une culture anglaise, alors que moi, ma culture, elle est un peu plus américaine dans le son. J'aime bien le gros son américain. Le rap aussi, le Run DMC, ça, je l'avais ramené. Ça, il m'importait, c'est les années où le rap se constitue. C'est lui qui m'a ramené le de la soul, mais j'avais proposé, c'est moi qui ai ramené le Run DMC. Donc, il y a du rap dedans. Alors, ce qui nous plaisait, c'était de peindre la Belgique, c'est à Roubaix, où nous, et ça, c'est des souvenirs autobiographiques, on était plus hype que les Parisiens. Parce que nous, on avait tous les imports qui venaient de Londres. Donc on écoutait des groupes improbables ou des trucs qu'à Paris, ils n'avaient pas encore, quoi. Et donc c'est une culture très post-mods, quoi. Donc c'est de la musique de blanc très influencée par les noirs. Donc il y a de la musique noire, George Clinton, le rap et tout ça, et de la musique blanche, anglaise, sous influence ska, sous influence... alors ça, c'est un peu le dessin que m'a proposé Jinka. Et j'aimais bien, je trouvais que ça parlait des personnages, et c'est autour de ça qu'on a construit la bande-son, d'avoir une influence post-mods, quoi. Et alors, je voyais, un jour comme ça, j'expliquais les trucs musicaux, les musiques que moi j'ai pu écouter, pourquoi j'aime bien Paul Weller, pourquoi j'aime bien des trucs comme ça. J'essayais d'expliquer à une amie qui me disait, mais c'est quoi les mods exactement? C'est super dur à expliquer, c'est quoi l'attitude mode, c'est quoi le truc. Alors j'avais trouvé une fois par internet, j'avais trouvé une définition de ce que c'est les mods, c'est vivre dignement dans des conditions indignes. Et je pensais que ça décrivait exactement mes jeunes gens. Vous voyez, ils sont arrogants, snobs, parce que ce qu'ils ont à vivre, c'est indigne. Alors du coup, Paul, il a des fines chemises, vous voyez, des chemisiers de femme, des souliers pointus, il écoute de la musique noire, il est mode. Vous voyez, il vit dignement dans des conditions indignes. C'est ça qu'on a essayé de faire. Tout est effacé, sinon 3, 4 bribes. Je veux pas d'un fainéant dans ma maison. Ne me rapporte pas de telles notes. Est-ce que quelqu'un t'a déjà aimé plus que sa vie? Moi, je voudrais t'aimer comme ça. Je crois que je n'aime pas la bassesse. C'est-à-dire que esthétiquement, des fois c'est l'inverse. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas cinématographiquement, et après ça devient une chose morale. Je trouve que c'est une facilité d'écriture que d'écrire la bassesse. Alors j'aime beaucoup Bergman, comme je vous disais, donc j'aime bien quand on creuse des sentiments qui ne sont pas nets, comme l'amertume, comme des choses comme ça. Enfin, si c'est vil, si c'est bas, je trouve ça moins cinématographique. Dans ce sens-là, je suis très truffaldien. Et après ça, il y a des choses, par exemple sur les 3 souvenirs, il y a une très belle scène qu'on a tournée, vraiment belle, où Yvan allait retrouver un personnage un camarade qui s'appelait Slimane, et qui sortait de prison. Et ils parlaient ensemble comme ça la nuit de son expérience en prison. Il avait été en prison et puis il parlait d'aller acheter de la drogue en Hollande, etc. C'était des scènes de frontaliers comme ça, puisqu'à Roubaix on peut aller, la Belgique n'est pas loin, et la Hollande n'est pas très loin non plus.
Et dans le film, je me retrouvais avec deux personnages d'origine maghrébine, algérienne, même, puisque Roubaix c'est plus algérien que maghrébin, qui étaient dealers. Et je me suis dit, c'est trop. Et je l'avais écrit, j'étais fier de l'avoir écrit, parce que c'était l'impression que j'avais essayé d'écrire quelque chose que j'avais vécu, c'est-à-dire un état, non pas d'apartheid, comme le disait Valls, mais de ségrégation, d'avoir vécu ça. Avec les jeunes gens d'origine maghrébine que la société avait contraint à devenir dealers, puisque tous les caucasiens fumaient du shit, il fallait bien que quelqu'un fasse le commerce, c'était interdit, et donc il n'y avait plus aucune espèce d'espoir social, quoi. Ils étaient maintenus dans une case, ils étaient contraints dans cette case que la société leur avait offerte. Et donc ça me plaisait d'avoir montré ça, et j'ai pensé que ça pourrait être mal lu, que ça pourrait blesser, et donc je me suis interdit de la monter. Je veux pas que tu partes. Je vais étouffer. J'étouffe. Esther, tu existes tellement fort, comme une montagne. Si tu existes, ça veut dire que je ne suis pas enfermé dans un rêve. Ce qui est difficile, c'est de proposer des gestes qui soient singuliers aux acteurs. Je peux penser des attitudes, une chorégraphie, des déplacements, les Américains appellent ça le blocking, des marques, qui soient singulières, qui ne soient pas naturalistes, qui soient un peu plus savantes que le naturalisme ou que l'improvisation, mais que les acteurs ne soient pas contraints dedans. Alors en gros, ça correspond à deux moments du tournage. Le moment avant que les acteurs n'arrivent, quand je répète, quand je prépare le truc, on fait un super beau plan, et oui, pour que ce soit gracieux, que ce soit bien fait, que le travelling il marche en même temps que les gestes du personnage, du truc, etc. Et puis peu à peu, au fur et à mesure de la journée, on sacrifie tout ça pour faire que l'acteur se soit libre, qu'il ne soit pas contraint par ce qu'on est en train de lui proposer, qu'il soit plus libre parce qu'on lui apporte une contrainte. Et donc peu à peu ça se dissout, et peu à peu tout le travail d'imagination que j'ai fait le matin, avant que les acteurs n'arrivent, se dissout pour essayer à attraper quelques moments d'une performance. Il y a comme un potelage d'arriver et de proposer aux acteurs quelque chose de très savant, et puis peu à peu ils se l'approprient, et puis peu à peu ils deviennent libres de ça, et moi au fur et à mesure je sacrifie toutes mes idées préconçues que je pouvais avoir sur la scène, d'où le travail du matin, et sacrifier à la fin, le soir, on se dit putain on a quand même réussi à attraper un ou deux moments avec des acteurs qui sont pas mal. Il y a plusieurs spectateurs qui me faisaient le compliment comme ça devant les acteurs en disant alors c'est improvisé, et alors Louise, Roi Le Collinet, éclatait de rire en disant mais non, on ne parle pas du tout comme ça. Nous, au contraire, tout est très chorégraphié, mais c'est que peu à peu de prendre le temps que les acteurs arrivent à transformer la contrainte en un plus de liberté. Mais c'est très écrit, parce que je ne sais pas improviser. Mais les acteurs, peu à peu, arrivent à exceller tellement dans ce qu'ils font que ça a l'air libre et que ça a l'air improvisé. C'est jusqu'à ce que les gestes leur appartiennent, quoi. C'est de leur proposer des gestes qui soient singuliers et que peu à peu, ils leur appartiennent. Je crois que j'ai un peu merdé avec Esther. Comment ça? Je crois qu'on a un peu couché ensemble. Oh non! Tu t'installes dans ma chambre? Tu couches avec ma femme? Et ne t'en fais pas, elle aime que toi. Ce qui est délicieux avec Esther, c'est qu'elle prend toute la place. C'est qu'elle a pris toute la place. Et il s'en rend compte à la fin. Il le dit, hein, Mathieu le dit, il dit sans elle, ma vie ne m'importait pas. Sans elle, c'est du détail, quoi. Les histoires de camaraderie masquée. Il y a cette colère aussi qu'il a à la fin avec Rick Ruff dans la scène au café et tout ça. Les trucs de mecs, ça l'intéresse pas. C'est les trucs de filles qui l'intéressent. Et ça, c'est Dédalus. Mais c'était Dédalus dans Comment je me suis disputé. C'est un homme qui sait qu'il a été inventé par une femme. Sans cette femme, il ne serait pas Paul Dédalus, il ne serait rien du tout. Ça ne l'intéresse même pas. Sans cette femme, il ne s'intéresse pas. Il se trouve inintéressant sans sa compagne. Sans l'amour qu'il a inventé, quoi. Il ose dire « j'ai été inventé par une femme, je ne me suis pas inventé tout seul ». Et c'est ça que Mathieu essaie de préserver, c'est le fait qu'il était inventé par autrui. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît très fort. Et alors, elle prend toute la place dans le film. Vous voyez, comme une fille au lit, elle prend toute la place. On retrouvait juste comme ça, elle dort comme ça. Vous voyez, elle est encombrante. Alors elle vient encombrer le film, il y a un coup de force qu'elle fait, comme Emmanuel DeVos faisait un coup de force dans Comment je me suis disputé à un moment avec son film à elle, à l'intérieur du film, le portrait d'Esther. Elle fait coup de force, et Esther, Louise, vient dévorer tout le film. Et ce type qui est un peu fragile, qui est incertain, eh ben, il a plaisir à ce qu'une femme vienne apporter le désordre dans sa vie et modifier tout le film, quoi, et prendre toute la place. Mathieu, à la fin, il paye il le choisit, mais il est extrêmement seul. Il y a un moment comme ça, j'aime bien, on le voit, il est en train de travailler chez lui, et
le narrateur nous dit voilà, Paul Dédalus est rentré à Paris, il est heureux. Et on regarde, on dit putain, mais qu'est-ce qu'il est seul, qu'est-ce qu'il est seul, quoi. Il est tout concentré pour garder ce passé intact, comme il dit, donc il fait le choix de cette mélancolie, donc, parce qu'il préserve, il arrive à sauver des fragments de passé, mais il en paye le prix, Et c'est la mélancolie. Je l'ai désiré. Et je crois qu'Esther aussi a sa manière à désirer que notre liaison ne connaisse jamais de fin. Maintenant, elle est avec moi. Et les règles du jeu ont changé. Le réalisme comme idéologie est une idéologie dont je me suis détaché. Quand je vous disais que le cinéma, quand j'avais 20 ans, le cinéma majoritaire, ce qu'il est à nouveau aujourd'hui, hein, c'est un tropisme français, c'était le cinéma réaliste. Et moi, c'est là où la nouvelle vague m'a sauvé, et c'est en la personne de Truffaut, c'est que je voyais bien que c'était pas mon truc, le réalisme, c'est que je trouvais que c'était une idéologie qui réduisait les êtres humains à leurs conditions sociologiques. Et ça me plaisait pas. Je trouvais que les personnages, je préfère qu'ils soient... Je trouve que la dimension romanesque les rend plus libres et que la dimension sociologique les contraint. De la même manière que je vous disais que je préférais que mes acteurs se sentent libres, et que le blocking que je leur propose ne les contraigne pas, je trouve que les êtres humains sont contraints quand on les définit sociologiquement. Et quand on les définit romanesquement, eh ben on ne les contraint pas. Ils sont plus libres. Du coup, j'ai l'impression de mieux les voir. Alors ça demande... par contre, on perd ce réalisme, donc il y a un petit décalage qui serait comme le décalage que vous avez dans La Sirène du Mississippi, où les gens parlent un peu comme des livres, quoi. Mais c'est quelque chose que j'accepte, c'est un prix que j'accepte de payer pour échapper au naturalisme. Un jour, j'ai donné mon identité. Je sais plus si je suis le bon. Moi, je sais que t'es bien le vrai. Je confirme. Je me souviens.